Le 13 janvier 1963 à 7h15, dans les premières lueurs du jour, un événement tragique secoue le Togo. Sylvanus Olympio, le premier président indépendant du Togo, est retrouvé assassiné de manière brutale. Son corps est criblé de 3 balles, gisant devant la résidence de l'ambassade des États-Unis, d'où il a été violemment arraché. L'horreur se déroule à quelques pas seulement de la demeure présidentielle, créant un tableau macabre et choquant. Les circonstances entourant cet acte odieux soulèvent de nombreuses questions. Qui avait intérêt à éliminer le président et quelles étaient les raisons derrière cet assassinat brutal? L'attaque contre la résidence du président togolais a débuté à 23h. La tension montait dans les rues sombres de Lomé. Puis, 8 longues heures se sont écoulées avant que la tragédie ne frappe à 7h15 du matin devant les portes de l'ambassade américaine. Pendant ces heures cruciales, des appels ont été passés, des ordres ont été donnés et finalement, un président africain a perdu la vie de manière impitoyable. Cet assassinat restera, je dirais, gravé dans la mémoire comme le premier d'une série qui secoua bientôt tout le continent africain. Chers African Lovers, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ici sur Peuple Ébène. Ici nous parlons d'histoire, ici nous parlons de géopolitique de l'Afrique de façon authentique. Dans cet épisode de Peuple Ébène, nous mettons en lumière le tout premier macabre assassinat d'un président africain, Sylvanus Olympio. En 1963, qui avait vraiment intérêt à se débarrasser du père de l'indépendance togolaise? Sylvanus Olympio était un brillant orateur. Les archives disent qu'il parlait 5 langues. L'allemand, parlait l'anglais, le français, le portugais, parlait aussi le yoruba. Il a longtemps travaillé pour une compagnie que vous connaissez bien, qui est Unilever, qui est une société anglo-néerlandaise. Malgré son charisme indéniable, le discours d'Olympio ne faisait pas l'unanimité. Et pour cause, le Togo jusqu'en 1960 avait été un symbole de diversité culturelle et de résistance à la colonisation française. Pendant des décennies, la France n'avait pas réussi à imposer son joug de la manière habituelle, le pays ayant été placé sous la tutelle de la France par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Bon, petit rappel historique. Cette ancienne colonie allemande, confiée aux Britanniques et aux Français après la Première Guerre mondiale, a connu une transition tumultueuse vers l'indépendance. Et c'est justement après cette libération en mai 1960 que le premier président du Togo a fait une déclaration tonitruante à l'agence France Presse. Il dit, et je cite, « Je ferai de mon mieux pour que mon pays puisse prospérer sans la France ». Cette annonce aussi audacieuse que controversée a déclenché une tempête dans les cercles politiques français, en particulier chez 2 figures clés, De Gaulle et Jacques Foccart. Jacques Foccart était le conseiller de De Gaulle. L'idée même que le Togo puisse se libérer des liens économiques et politiques avec la France était un affront pour ces vieux sorciers de la politique française, mettant en péril leur intérêt et leur influence en Afrique. Jacques Foccart, il était non seulement le conseiller de De Gaulle, mais aussi le bras armé de la France en Afrique. Il veillait à ce que les leaders africains suivent et servent les intérêts français. Pour ceux qui refusaient, ils risquaient d'être chassés et souvent, cela finissait mal. Coup d'État, complot, assassinat et vous connaissez la suite. Jacques Foccart ne cachait pas sa méfiance pour Sylvanus Olympio. Pour lui, ce dernier représentait l'archétype même du dirigeant anti-français. Mais ce qui rendait Olympio si intriguant, c'était sa nature insaisissable, son aura de mystère qui le distinguait des autres chefs d'État. Il n'était pas comme ce Sékou Touré qui affrontait la France ouvertement, non. Olympio était différent et cela le rendait encore plus redoutable aux yeux de Foccart. Ce dernier le qualifiait même de pire que Sékou Touré. Une affirmation qui en dit long sur la gravité de la situation. Dans cette saga tumultueuse,
d'autres événements viennent sceller le sort de Sylvanus Olympio. D'abord, lorsque le Ghana accède à l'indépendance en 1957, le Togo britannique est confronté à un choix déterminant: rejoindre la nouvelle République du Ghana ou rester avec le Togo français. La décision est rapidement prise et le Togo britannique se fond dans le giron ghanéen. Mais cette union s'accompagne d'une sinistre conséquence: l'expulsion des Iwi, une ethnie minoritaire, vers le Togo français. Pendant ce temps, au sein du Togo sous domination française, l'aspiration à l'indépendance se fait de plus en plus pressante, alimentée par l'exemple de ses voisins. La France, face à cette montée des revendications, tente un coup de maître en promettant une autonomie tout en installant au pouvoir un leader favorable à ses intérêts, qui est Nicolas Grunitzky. Mais le bras de fer est engagé. En 1958, une bataille politique d'une intensité rare secoue le Togo, alors que les nationalistes affrontent ouvertement la France pour obtenir une indépendance totale et immédiate. Les élections sont le théâtre d'une victoire éclatante de ces nationalistes, prêts à tout pour libérer leur pays de toute influence étrangère. Le 27 avril 1960, un moment historique secoue le Togo. Sylvanus Olympio et son parti, le CIT, qui est le Comité pour l'Union du Togo, prennent une décision audacieuse: proclamer l'indépendance totale. La victoire du Comité de l'Unité togolaise aux élections de février 1958 condamne définitivement le maintien de la France. Sylvanus Olympio est chargé de former un gouvernement et 6 mois plus tard, la levée de la tutelle par les Nations Unies ouvre la voie à une indépendance complète du pays. La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée. Olympio devient le premier président du Togo indépendant. Son franc-parler, ses opinions fermes ont suscité des tensions politiques et semé la discorde parmi ses pairs. Mais ce n'était rien comparé aux ennemis qu'il s'était attirés, des forces obscures prêtes à tout pour faire basculer le destin du pays. Et c'est dans l'ombre de ces menaces grandissantes que le cours des événements va prendre une tournure tragique. L'année 1960 marque, je dirais, le tournant ou un tournant sombre dans la politique tumultueuse du Togo. Les tensions vont s'intensifier alors que Sylvanus Olympio, le président en place, se retrouve confronté à une opposition insidieuse et perfide. Nicolas Grunitzky et son parti du progrès togolais, ainsi que le mouvement Juvento dirigé par Antoine Lechi, sont accusés de conspiration et de haute trahison. Dans ce climat de méfiance et de danger, Olympio va se voir contraint de prendre des mesures radicales, renforçant son emprise sur le pouvoir et instaurant un régime autoritaire à parti unique sous l'égide de son propre parti, le CUT. Vous savez, le parti unique était une pratique très courante dans les régimes de la sous-région pour asseoir le pouvoir. En Côte d'Ivoire, par exemple, sous Houphouët-Boigny, au Sénégal, sous Senghor, au Gabon, sous Omar Bongo, et en Guinée, sous Sékou Touré. Sylvanus Olympio se rend à Paris en mars 1962 pour rencontrer le général de Gaulle. Pourtant, seulement 10 jours auparavant, il avait été chaleureusement accueilli par les Américains jusqu'à la visite de John Fitzgerald Kennedy à l'aéroport international de Washington Dulles. Chose d'ailleurs très mal vue par les Français. They confer with President Kennedy, Acting Secretary of State George W. Ball, and G. Menon Williams, Assistant Secretary of State for African Affairs. The Togo Party includes Their Excellencies Dr. Andrea Kopko, Hospice Koko, and Pauline Freitag. C'est ainsi que Jacques Foccart affirme plus tard: Sylvanus Olympio n'était pas notre allié. Mes relations avec lui n'ont jamais été aussi amicales qu'avec Grunitzky, son successeur après le coup d'État. Au début de l'année 1963, un événement inattendu secoue les coulisses du pouvoir. Olympio, le dirigeant charismatique du Togo, avait une idée audacieuse qui allait changer le cours de l'histoire. Il envisageait de rompre avec la zone CFA et de créer une monnaie togolaise liée au Deutschmark. Cette décision risquait de bouleverser l'équilibre établi et de servir de modèle d'indépendance pour toutes les anciennes colonies françaises. Ce que redoutent le plus les Français, car le franc CFA
est pour eux la clé de voûte, la pièce maîtresse de leur politique étrangère et d'influence. Alors que les tensions montaient, Paris commençait à percevoir Olympio comme une menace bien plus grande que Sékou Touré, qui est considéré comme ennemi numéro 1 public des Français. Les enjeux étaient élevés, les alliances fragiles et l'avenir du Togo était suspendu à un fil tendu, prêt à se rompre à tout moment. Foccart a déclaré « Olympio n'était pas notre ami. Mes relations avec lui n'avaient jamais ou n'ont jamais été aussi amicales. » Cela dépeint déjà l'atmosphère entre les Français et Sylvanus Olympio. Mais un autre événement crucial va précipiter la chute inexorable de Sylvanus Olympio. Un défi de taille se dressa sur son chemin. On lui a mis au courant que la situation se détériorait et que les anciens militaires étaient mécontents et qu'il fallait trouver une solution radicale. Pour les réintégrer dans l'armée togolaise. Pour les réintégrer non seulement dans l'armée togolaise. Non seulement ces militaires ne veulent pas, ne demandent pas à gagner la solde que la France leur payait, ils cherchent simplement à être casés. Soit dans les eaux forêts, dans la gendarmerie, aux polices, avoir du travail, tout simplement. Avoir du travail, en un mot. En 1962, des vétérans revenus des champs de bataille en Algérie et en Indochine furent renvoyés au Togo suite au déclin de l'empire colonial français. Leur demande de rejoindre l'armée togolaise fut rejetée par un Sylvanus Olympio qui était méfiant, créant une machination ourdie par des Français pour déstabiliser son gouvernement. Pour lui, l'idée que des soldats qui ont combattu contre des forces de libération dans d'autres contrées puissent intégrer l'armée togolaise était inconcevable. Pour situer le contexte historique, la France, pour maintenir son empire, a combattu dans plusieurs fronts dans le monde, en l'occurrence en Indochine et en Algérie. La guerre étant terminée, ces soldats, dont beaucoup d'ailleurs étaient africains, retournent dans leur pays d'origine. Mais dans un pays où seulement 7% de la population trouvait un emploi, Sylvanus Olympio jugeait qu'une armée était un luxe superflu, au coût exorbitant. À tort ou à raison, on ne saurait le dire. Mais compte tenu de ces différences ou encore de ces différends avec Kwame Nkrumah, il a toutefois tenu à avoir une petite armée de 250 soldats. Alors que Sylvanus Olympio refusait de faire réintégrer les dits vétérans de guerre, un complot se trame dans l'ombre pour l'évincer du pouvoir. Le 7 janvier 1963 à 23h, un commando de 6 rebelles attaque la résidence du président de la République, une villa qui se situe à environ 150 mètres de l'océan Atlantique. D'abord, c'est de forts bruits devant le portail qui réveille le président Olympio et son épouse Dina qui étaient déjà au lit. Ensuite, de fortes discussions s'engagent entre les 6 rebelles et les 2 gardes de Olympio postés devant la maison. Alors que les assaillants discutaient entre eux, puis mettaient plusieurs minutes à enfoncer la lourde porte d'entrée, le président a eu le temps d'ordonner à sa famille de se mettre à l'abri, d'enfiler un Bermuda beige et une chemise, de descendre pieds nus, de sortir par une fenêtre, de traverser le jardin et de grimper le mur entre sa maison et l'ambassade américaine. Il trouve dans l'ambassade, au sein de l'ambassade, une voiture, une Buick, qui est un modèle américain, garé sur le terrain en gravier, et il décide de monter dans la Buick. Les assaillants qui ont fait irruption dans la villa montent à l'étage. Ils commencent à tirer à bout portant sur Dina, l'épouse du président, et les domestiques. Bon, Dina va s'en sortir. Il tire aussi dans tous les placards et il exige de savoir où se trouve le président. Sa femme répond, il est en bas depuis plus d'1 heure. Je ne sais pas où il est. Tous ces faits ont été établis. Il s'appuie sur les témoignages de Dina, l'épouse de Sylvanus Olympio, et sur celui des domestiques. Mais après ces événements, les choses deviennent moins claires. Il y a probablement eu plusieurs heures d'incertitude pour les putschistes. Le président a-t-il fui? A-t-il pris la route? S'est-il réfugié dans l'ambassade américaine? Ils ne savaient pas et commençaient à craindre pour leur vie, se demandant si Sylvanus Olympio parviendrait à renverser la situation.
Dans cette course effrénée vers le pouvoir, la capture de Sylvanus Olympio représente l'ultime étape cruciale pour sceller le coup d'État. Tous les membres du gouvernement ont été capturés. Les pièces du puzzle semblent s'assembler parfaitement. Mais l'ombre d'un échec plane si Olympio échappe à leur emprise. La capture de Sylvanus Olympio est bien plus qu'une simple victoire. C'est la clé qui ouvrira les portes du pouvoir absolu pour les conspirateurs et ils en sont conscients. De l'autre côté, à 3h30 du matin, selon le récit de la fille du président Olympio, Sofia, l'ambassadeur américain de l'époque, Léon Poulada, reçoit un appel téléphonique à sa résidence située à environ 3 km de son bureau. Qui l'appelle l'ambassadeur de France à l'époque, Henri Mazoyer, qui l'informe de bout en bout qu'il y a une tentative de coup d'État en cours et qu'il se pourrait que le président se cache au sein de son ambassade. Informé de la situation, l'ambassadeur se rend immédiatement à l'ambassade. À son arrivée, il tombe nez à nez avec les putschistes commandos visiblement défoncés et saouls, qui se mettent à le menacer. Après quelques échanges, il réussit à pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Incroyable mais vrai, à cette époque, l'ambassade américaine à Lomé n'était protégée par personne. Pas de marine, pas de garde armée, juste un veilleur de nuit. Quand il rentre dans la cour de l'ambassade, Sylvanus Olympio l'accoste immédiatement et lui raconte tout ce qui s'est passé. L'ambassadeur lui conseille de ne pas bouger de la brique et d'attendre qu'il revienne avec les clés pour ouvrir le bâtiment principal. Est-ce qu'il disait la vérité? C'est difficile à dire. En fait, il ne va même pas ouvrir le bâtiment, de peur que les putschistes ne le saccagent. Il retourne à sa résidence à 3 km de l'ambassade pour confirmer à l'ambassadeur français que Olympio était bel et bien à l'ambassade des États-Unis et ne bouge plus de sa résidence. Quelques moments plus tard, les soldats qui cherchent le président Olympio depuis un bout de temps finissent par lui mettre la main dessus au sein de l'ambassade. Ils le sortent de l'ambassade et la battent à bout portant de 3 coups de feu. Bon, à ce moment, on se pose 3 questions évidentes. Qui était le commando? Qui leur a donné l'information selon laquelle le président se trouvait au sein de l'ambassade? Et qui a tiré sur le président? Bon, visiblement, le commando. Mais qui précisément dans le commando? D'abord, à la veille, à 23h ou minuit, alors que le président se réfugiait à l'ambassade américaine, les putschistes n'avaient pas pénétré l'enceinte l'enceinte diplomatique. 7 heures plus tard, après l'échange téléphonique entre l'ambassadeur américain Poulada et Mazoyer, l'ambassadeur français, ils n'ont pas hésité à rentrer dans l'ambassade. Pourtant, l'agent d'Henri Mazoyer et Jacques Faucard à Lomé, le major Georges Métrier, plaidait depuis des semaines contre Olympio en faveur des ex-combattants au chômage. Il semble bien que Sylvanus Olympio ait agité les eaux calmes des relations internationales, attirant l'attention de la France qui surveillait de près ses mouvements. Au-delà même, je dirais, de sa décision de ne pas réintégrer les vétérans de guerre togolais, n'a-t-il pas déclaré haut et fort qu'il ferait tout pour que son pays se débrouille sans l'aide de la France? N'est-ce pas là une déclaration audacieuse, un défi lancé aux intérêts établis? Mais ce n'est pas tout. Les rumeurs vont bon train sur ses liaisons avec Washington, jetant une lumière nouvelle sur ses ambitions et ses alliances internationales. Et que dire de son projet de quitter le franc CFA pour créer une monnaie nationale liée au Deutschmark? Une proposition audacieuse qui aurait pu, je dirais, changer le cours de l'histoire économique de la région, servant de mauvais exemple pour la sous-région qui se serait embrasée sous le coup d'une révolution. Dans ce jeu de pouvoir et d'intrigue, Olympio se tenait au centre de la tempête, défiant les grandes puissances et esquissant un avenir audacieux pour son pays. Mais ses ambitions ont-elles précipité sa chute?
Ou était-il simplement un pion dans un jeu plus vaste, manipulé par des forces invisibles? Les réponses restent à découvrir dans les replis de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que parmi le commando de 6 personnes, faisait partie l'adjudant Emmanuel Beaujolais, 35 ans, architecte soi-disant de l'opération des 12 et 13 janvier, et le sergent Yassimbe Iyadema, 28 ans, tous deux faisant partie des vétérans demandant à réintégrer l'armée togolaise. Quelle coïncidence! Dans les jours qui suivent, le sergent Iyadema se vante auprès des journalistes du Figaro, du Monde, de Paris Match et de Time Magazine d'avoir abattu le président de ses propres mains. Je lui ai tiré dessus parce qu'il ne voulait pas bouger, prétend-il. En 1992, il se rattrape sur RFI. Était-ce vraiment lui? En l'absence de témoins directs, on ne le saura jamais. Mais le fait est que sa revendication formulée dès les premières heures du coup d'État lui a valu du prestige dans la troupe et l'a sans doute aidé à prendre le pas sur ses camarades plus âgés et plus hauts en grade lors du coup d'État qui renverse Grunitzky, le remplaçant de Olympio en 1967. Iyadema prend la tête du Togo qu'il dirigera d'ailleurs pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort en 2005. Après la réussite du coup d'État, la junte militaire a annoncé l'arrestation de nombreux supporters de Sylvanus Olympio, incluant le fils d'Olympio, Benito. Sylvanus Olympio fut enterré dans son village natal à Agoué le 15 janvier de la même année. Sylvanus Olympio, un homme de vision, un rêveur qui aspirait à un avenir radieux pour son pays et pour toute l'Afrique. Son audace et son ambition étaient palpables, défiant les limites du possible pour tracer un chemin vers le progrès et la prospérité pour son pays et pour l'Afrique peut-être. Pourtant, certains pourraient arguer qu'il a fait preuve d'une certaine imprudence. Son refus par exemple de renforcer son armée, son manque de vigilance envers ses ennemis potentiels, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, des faiblesses qui ont peut-être été exploitées par ceux qui complotaient dans l'ombre. Mais malgré ces critiques, une chose reste indéniable, sa clarté de vision. Olympio avait un objectif précis pour son pays, une vision qui dépassait les frontières nationales pour englober tout le continent africain. C'était un homme qui croyait à un avenir meilleur et qui était prêt à tout pour le réaliser. Et c'est cette détermination qui continue d'inspirer, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Chers amis, ainsi prend fin notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce j'aime et de surtout vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos prochaines. Sur ce, je vous dis à bientôt.